Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au plus près de chez vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et on va débuter avec le sénateur du jour. C'est Jean-Marie Bockel, il est avec nous, le sénateur centriste du Haut-Rhin. On va l'entendre dans quelques instants. Dans une demi-heure, l'invité politique Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et puis toute la semaine, vous l'avez vu, nous sommes en Corse pour voir comment l'île tente de concilier le tourisme et la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, direction Bastia, notamment à la rencontre d'hôteliers qui, pour pallier l'absence de touristes, misent sur les insulaires. Et puis dans le Club des territoires, on reviendra bien sûr sur ce discours de Jean Castex qui a beaucoup parlé des territoires. Mais avant cela, voici les principales informations de ce jeudi 16 juillet. Jean Castex devant le Sénat ce matin. Le Premier ministre prononcera son discours de politique générale à 10h. Hier, à l'Assemblée nationale, il a donc axé son discours sur les territoires, mot qu'il a martelé 25 fois. Il a notamment confirmé un droit à la différenciation qu'il présente comme une nouvelle étape de la décentralisation. Jean Castex a également donné plus de détails sur le plan de 100 milliards annoncé la veille par Emmanuel Macron, 40 milliards pour l'industrie, 20 milliards pour l'environnement et 6 milliards pour la santé. Il s'ajoute aux 8 milliards prévus par le Ségur de la santé. Olivier Véran fera d'ailleurs de nouvelles annonces sur l'organisation de l'hôpital en début de semaine. Et puis dans une interview au Parisien ce matin, Jean Castex confirme que le masque sera obligatoire dans les commerces et les lieux publics le 1er août et même avant si l'épidémie repart. Dans ce cas, Jean Castex dit avoir préparé un plan prévoyant toutes les hypothèses, notamment un retour à la quatorzaine ou encore un reconfinement ciblé. Et on débute donc avec le sénateur du jour. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur centriste du Haut-Rhin. Vous êtes également le président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. On va bien sûr longuement parler de ces questions. Mais d'abord, Jean Castex qui a présenté sa feuille de route hier, 1 heure devant les députés avec un maître mot, territoire. Les députés qui ont d'ailleurs largement voté la confiance par 345 voix pour, contre 177. On regarde tout ça avec Flora Sauvage. Dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, Jean Castex a précisé les modalités du plan de relance de 100 milliards d'euros. Et la priorité pour le nouveau Premier ministre, préserver l'emploi. Les Français pourront continuer à bénéficier des mesures de chômage partiel dans les secteurs les plus en difficulté. Pour cela, le Premier ministre a annoncé une rallonge de 8 milliards d'euros l'année prochaine. Mais il veut aussi préserver l'emploi des jeunes qui seront les premiers touchés par la crise. 700 000 d'entre eux vont bientôt se présenter sur le marché du travail. Aucun d'entre eux ne doit se trouver sans solution. Les entreprises qui embaucheront des jeunes peu qualifiés bénéficieront d'une réduction des charges patronales. Le Premier ministre prévoit également la création de 300 000 contrats aidés. Autre objectif affiché par le nouveau gouvernement, le plan de relance doit rendre l'économie française moins dépendante. Notre industrie s'est affaiblie. Nous sommes aujourd'hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs et insuffisamment présents sur certains secteurs stratégiques. Dernier objectif de ce plan de relance, accélérer la transition écologique. 20 milliards d'euros seront débloqués pour notamment rénover les bâtiments et produire une alimentation plus locale. Ce gouvernement veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la nature et la biodiversité. Faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe. Et pour atteindre ces objectifs, Jean Castex veut s'appuyer sur les territoires. Nous devons, mesdames et messieurs, réarmer nos territoires. Nous devons investir dans nos territoires. Nous devons nous appuyer sur nos territoires. Avec quel budget les communes, départements ou régions pourront mettre en œuvre ces politiques? Le nouveau Premier ministre s'est bien gardé de s'avancer clairement devant les députés. Mais il aura sans doute à cœur d'en dire davantage devant le Sénat, la Chambre des territoires, dont Jean Castex ne cesse de vanter les qualités. Jean-Marie Bockel, qu'est-ce que vous avez pensé du discours de politique générale de Jean Castex? Est-ce que vous, à la place de député, vous auriez voté la confiance? Oui, comme je l'avais voté pour Édouard Philippe en juin dernier. Vous savez, des discours de politique générale, j'en ai beaucoup entendu depuis 40 ans, et il y a souvent loin entre les bonnes intentions et les actes. Mais c'est quand même un moment important. Et moi qui suis un élu de la République provincial, issu des territoires, franchement, j'ai aimé la tonalité.
je me retrouve dans la méthode qui est proposée. La priorité à cette France des territoires, c'est pas seulement les élus locaux, hein, c'est toutes les forces vives, hein, et ce discours qui est vraiment ancré, hein, pragmatique, concret, et puis cette force qui émane de lui, oui, moi, ça m'a parlé, oui, ça m'a parlé. On va revenir longuement sur ces questions de décentralisation, puisque je le disais, vous présidez la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, mais d'abord, sur les autres sujets, le régalien notamment, Jean Castex a appelé hier à une réponse ferme, sans complaisance, face aux violences. Est-ce que finalement, il incarne l'autorité qu'Emmanuel Macron n'incarne pas ? Je ne dirais pas cela, parce que, si vous voulez, l'autorité, c'est un certain nombre de choix qu'un chef de l'État fait ou ne fait pas. Depuis 3 ans, il y a certains choix qui ont été faits en matière régalienne, mais parfois on a le sentiment qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, qu'on était un peu trop dans le « en même temps », alors que là, on peut dire que le discours, et c'est important avant les actes, le discours précède les actes, certaines choses ont été clarifiées. Hein, clarifiées sur la nécessaire fermeté, bien sûr dans le respect des droits, mais si on veut rester un état de droit, hein, il ne faut pas que le désordre s'installe, sinon c'est toujours les plus faibles qui sont perdants. Et puis ce qu'il a dit également sur le refus du séparatisme, ça fait écho au travail que nous avons fait par exemple au Sénat avec cette commission d'enquête qui vient de se terminer sur l'islamisme radical. Et puis vous savez, il faut nommer les choses, hein, et il l'a fait. Et il l'a fait sans envolée lyrique, clairement. Hein, oui, je pense que là, il y a un ton nouveau. Ça veut dire que sur le projet de loi sur les séparatismes, hein, qui sera présenté dans les prochaines semaines, vous dites que c'est une bonne chose, vous le voterez ? Bah, attendez, on ne vote pas avant de savoir. Hein. Ça, après, vous savez... Mais sur le principe, c'est une bonne chose. Mais sur le principe, c'est une bonne chose. Et dans les prochaines semaines. Alors, vous savez, c'est pas des sujets faciles. Hein. Moi-même, dans mes jeunes années, j'ai participé au conseil d'intégration présidé sous Chirac à l'époque. Et c'est nous qui avions fait des propositions, le Haut Conseil d'intégration, c'est nous qui avions fait des propositions sur l'interdiction du voile à l'école, qui ont été à l'époque reprises. Mais dans le débat qu'il y avait, on disait mais c'est pas la peine que vous le proposiez, ça ne sert à rien, ça stigmatise, ça ne se fera jamais, c'est inapplicable. C'était quand même un premier tournant. Donc il y a comme ça quelques signes forts à donner, et bien entendu, sans montrer du doigt une partie de la population, loin s'en faut. Et ça, on le retrouve aussi dans son discours par rapport aux faits religieux. Bon, après, il n'y a plus qu'à faire. Hein. Autre sujet, c'est la réforme des retraites. Alors, il a confirmé hier la disparition des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux doivent disparaître, dit-il. Et ce matin, dans Le Parisien, il dit « Sur le principe, je suis plutôt favorable à ce que la France travaille davantage ». Est-ce que, pour vous, il faut remettre sur la table cette réforme des retraites et est-ce qu'il faut remettre une mesure d'âge ? Moi, j'ai parfaitement compris qu'à 2 ans de la fin du quinquennat, on ne dise pas, bon, bah, écoutez, pour les retraites, on a passé une année là-dessus, on a mis la France dans la rue, on s'est complètement clivé, notre méthode a peut-être été discutable, on arrête. Vous imaginez les faits. Hein. Les mêmes qui aujourd'hui disent ça n'est pas le moment auraient dit tout ça pour ça. Donc, qui est une affirmation de principe, à juste titre d'ailleurs, que cette question reste sur la table, hein, y compris sur tous les aspects que vous avez évoqués et qui se posent, et tout le monde le sait, c'est bien. Après, si il veut vraiment faire ce qu'on attend de lui sur l'année utile à peine qu'il a, et qu'il commence par des grandes concertations sans fin et dont on connaît à peu près l'issue dans le contexte actuel sur les retraites, là, il peut y avoir un défaut de méthode, hein, qui serait, à mon avis, préjudiciable à ce qu'il faut faire maintenant. C'était bien d'en parler, c'est bien de se concerter, c'est bien d'avoir un calendrier long, hein, sur ce dossier, dire qu'on va le boucler dans le quinquennat, je n'y crois pas une seconde, et 2, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. On va parler de la décentralisation. Hein. On le disait, le mot territoire employé 25 fois, mais pas le mot décentralisation, en tout cas pas autant. Vous nous disiez que le discours vous avait plu. Est-ce que du coup, en entendant Jean Castex, vous vous dites, ça y est, une nouvelle étape de la décentralisation est réellement possible d'ici la fin du quinquennat ? Comme je vous le disais tout à l'heure, des discours, y compris sur ce sujet-là, des territoires, on en a beaucoup entendu.
hein, et ça s'est souvent terminé par des lois contradictoires, bavardes, désordonnées. Moi qui ai voté en 81, 82 les lois de décentralisation, moi qui me souviens du souffle nouveau que ça a donné, des intentions que cela portait, je me dis qu'on est toujours en France au milieu du gué, et on s'en est rendu compte d'ailleurs pendant la crise sanitaire, où si on avait été, sans être un État fédéral, un peu plus décentralisé, y compris sur ces questions, d'ailleurs il l'a dit, je pense qu'on aurait été plus efficient. Donc, il se trouve que nous avons... Ce souffle dont vous parlez, les élus locaux l'appellent de leur vœu depuis des mois, bien avant la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Alors, s'il écoute le Sénat, au moins en partie, qui a fait, à l'initiative du président Larcher depuis janvier, un énorme travail dont j'ai eu l'honneur d'être avec Philippe Ball, co-rapporteur. Nous sommes arrivés il y a 8 jours, 10 jours, à un certain nombre de propositions pragmatiques, concrètes. C'était pas le grand soir. On n'a pas prononcé le mot décentralisation à toutes les pages. Eh bien, s'il s'en inspire, et lui a donné des signes au Sénat, a rappelé combien il avait du respect pour cette Assemblée des territoires, alors oui, on peut faire des choses, et assez rapidement, parce que, comme vous l'avez rappelé, elles sont attendues. Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr, il faudra par moments trancher entre des aspirations parfois contradictoires. Vous savez, dans les difficultés qu'on rencontre, les torts ne sont pas que du côté de l'État, même si l'État n'a pas réussi sa déconcentration en France. Mais nous aussi, nous devons balayer devant notre porte par rapport à tous nos souhaits, toutes nos attentes. Au Sénat, nous l'avons fait. Donc nous avons un projet clair qui rassemble d'ailleurs et les communes et leurs grandes associations, et les départements et les régions, territoires unis. Donc voilà, nous on a fait le job, maintenant on est prêt à travailler avec lui, et bien sûr avec l'Assemblée et tout un chacun, mais oui, c'est jouable. Est-ce que depuis que vous avez présenté ces 50 propositions, c'était le 8 juillet dernier, est-ce que vous avez eu des nouvelles du gouvernement? Est-ce que vous avez bon espoir qu'elles soient reprises? Écoutez, là c'est Gérard Larcher qui peut répondre à la question, puisque c'est lui qui a rencontré le Premier ministre et même le Président de la République d'abord. Et vous le disiez, vous avez beaucoup travaillé. Mais vous savez, on a chat échaudé craint l'eau froide. Lorsqu'il y a eu cette grande conférence des territoires, et j'y participais comme président de la délégation qui avait été lancée par le Président de la République en 2017, ça a suscité de tous bords, y compris dans l'opposition qui est majoritaire au Sénat, et majorité à laquelle j'appartiens, même si ça ne m'empêche pas d'être constructif, eh bien, ça a suscité beaucoup d'espoir. Je me souviens de cette réunion. Et puis, il y a eu Cahors, la deuxième grande conférence, où ça a été une énorme déception. Avec notamment la limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités. Oui, bon, mais ça, c'est un aspect sur lequel on peut toujours discuter, mais par exemple, la contractualisation autoritaire, c'est ça où vous aurez moins, etc. Enfin, la méthode n'était pas bonne, quoi. On avait l'impression qu'il manquait dans cette démarche, et là, ça venait peut-être du plus haut niveau, cette culture des territoires qui peu à peu quand même progresse. Donc, et du coup, cette nouvelle conférence nationale des territoires que le président de la République appelle de ses voeux d'ici l'été, c'est une bonne chose, ou vous dites, vu comment se sont passées les premières, c'est pas la bonne méthode? Écoutez, à partir du moment où il tire, comme disent les militaires, où il fait le retour d'expérience, les enseignements de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Tout n'a pas été négatif, il ne s'agit pas non plus de dresser un tableau apocalyptique, mais comme je le disais tout à l'heure, on reste au milieu du gué. À partir du moment où il en tire les enseignements, où il fait vraiment confiance au Premier ministre, qui, je crois, a une bonne méthode, a un a priori de confiance, de compréhension, il vient vraiment des territoires et pas seulement des grandes métropoles. Moi-même, j'ai été président d'une métropole, donc je n'ai rien contre les grandes métropoles. Enfin, d'une métropole, d'une grande agglomération. Mais s'il prend en compte cette réalité, il peut réussir. Il peut faire quelques pas, c'est pas à pas qu'on y arrivera, qui recréeront un climat de confiance. Ce qui est important entre le pouvoir central et les territoires, c'est de retrouver ce climat de confiance. Et alors, on peut avancer ensemble. Moi, je crois que pour réformer, il faut d'abord rassembler. C'était le message du 14 juillet. Celui-là aussi, je l'ai entendu. Dans quelques minutes, sur ce plateau, il y aura Jacqueline Gourault, la ministre justement de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Est-ce que vous avez un message, une question à lui poser? Écoutez, moi j'ai beaucoup d'estime pour Jacqueline Gourault, qui est une ancienne sénatrice et une ancienne présidente de cette délégation aux collectivités locales, mais lorsqu'elle a lancé son projet 3D à la fin de l'année dernière, on y a cru, mais elle n'avait pas les mains libres. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su ce que c'était, en dehors de quelques principes généraux et d'une proposition de méthode de travail de concertation, on n'a jamais su ce que c'était que le projet 3D réellement. Là,
au Sénat, on l'a pris au mot, on a dit, bon, écoutez, nous, on va faire notre contribution à ce projet, elle est faite. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans le gouvernement Castex, Jacqueline Gourault ait maintenant les marges de manœuvre pour pouvoir véritablement avancer dans la clarté. Vous en doutez ? Ah non, j'attends pour voir, je suis comme saint Thomas. Un mot rapidement sur le droit à la différenciation. Ça faisait partie des 50 propositions du Sénat. Hier, Jean Castex en a parlé. Est-ce que vous êtes satisfait ? Ça doit aller jusqu'où pour vous, ce droit à la différenciation ? Bon, nous au Sénat, et c'est ma position personnelle, nous voulons concilier l'unité nationale, hein, la France c'est la France, hein, et c'est une histoire qui vient de loin, dont nous sommes fiers, que nous ne voulons pas remettre en cause dans ses fondements, la solidarité, nous voulons concilier cela avec cette nécessaire souplesse. Et je dois dire d'ailleurs qu'il est à mettre au crédit du précédent gouvernement, d'Édouard Philippe, je suis un Alsacien, la capacité face à ces trop grandes régions de mettre concrètement en musique la collectivité d'Alsace. D'ailleurs, la présence de Brigitte Klinkert au gouvernement est un signe que nous percevons. Il y a d'autres aspirations dans les territoires. Et donc la différenciation, d'ailleurs, au groupe centriste, on a beaucoup travaillé là-dessus, notamment avec Françoise Gatel. La différenciation, hein, c'est pas la nouvelle expression à la mode. Il ne s'agit pas de défaire la France, mais il s'agit de mettre les souplesses qui permettent véritablement de permettre au territoire de se déployer. Je pense que c'est bien qu'il l'ait dit, parce que là-dessus, hein, au-delà de l'exemple alsacien que je citais, ou ce qui a pu se passer en Bretagne, hein, ou à Lyon, mais enfin à Lyon pour le moment on ne sait pas si c'est vraiment une réussite à étendre ou pas, nous verrons. Je pense que c'est un signe fort, oui. Allez, on va parler de votre région Grand Est, hein, qui a été particulièrement touchée par le Covid. Et la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise sanitaire poursuit ses travaux. On va en parler avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Monsieur Bockel. Et on va donc parler des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur la crise du Covid, suite des auditions. Oui, quel était l'état de la préparation de la France à la veille de la crise sanitaire ? Comment la crise sanitaire a été gérée par les responsables politiques ? Autant de questions auxquelles doit répondre la commission d'enquête du Sénat. Une commission d'enquête mise en place au début du mois à la demande de Gérard Larcher. Une commission d'enquête distincte de celle mise sur pied à l'Assemblée nationale et qui a, dans un premier temps, auditionné des responsables politiques de la région Grand Est, Oriane. Et hier, c'était au tour de la région Île-de-France. Oui, Valérie Pécresse, présidente de la région, Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS Île-de-France, et Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, étaient auditionnés par la commission. L'objectif, c'était pour les sénateurs de comprendre ce qui a fonctionné, de déterminer ce qui n'a pas fonctionné en Île-de-France. Pour Valérie Pécresse, le constat est simple, la réponse centralisée à la crise a été un échec. Écoutez. Le premier enseignement, c'est que quand l'État a voulu faire tout seul, ça n'a pas marché. Et je reprendrai l'exemple des masques. Le régime de réquisition, qui était le régime initial sur les masques, a déstabilisé le marché d'approvisionnement et a retardé l'action des régions. Et pourtant, la proximité de la région avec des acteurs de terrain, notamment toutes ces entreprises franco-chinoises qui œuvrent en Île-de-France, lui ont permis d'être plus agile et au plus près des besoins. Voilà une critique directe, on l'aura compris, de la crise, de la gestion de la crise par le gouvernement. Critique qu'Aurélien Rousseau, le président de l'ARS Île-de-France, vient un peu nuancer. Pour lui, tout était prêt, mais la violence de la vague épidémique a tout emporté sur sa route. Écoutez. Les process étaient éprouvés, les acteurs se connaissaient, notre dispositif de gestion de crise existait. L'amplitude, évidemment, de cette vague, la complexité des questions auxquelles nous étions tous les jours confrontés, le caractère inédit de certaines d'entre elles. Vous avez beaucoup cité d'ores et déjà la pénurie simultanée d'équipements de protection partout dans le monde, mais je pourrais citer la pénurie de médicaments critiques qu'on a constaté partout dans le monde. Ces données-là ont éprouvé la robustesse de notre dispositif. Voilà, en définitive, il s'agit pour la commission d'enquête de préparer le pays pour l'avenir, de préparer la France à une éventuelle seconde vague ou une autre épidémie. Martin Hirsch considère qu'il faut repenser totalement l'organisation de l'hôpital. Écoutez-le. Je reconnais que la PHP est entrée dans cette crise dans les pires conditions, avec des manques de personnel, des manques d'infirmières, des manques de paramédicaux, des manques de manipulateurs radio, de nombreux personnels, avec une difficulté qui s'aggravait depuis à peu près 18 mois et qui faisait qu'on avait des lits de soins critiques fermés, faute de personnel.
Jean-Marie Bockel, vous entendez ces constats terribles de Martin Hirsch. Le Ségur de la Santé évoque l'embauche de 15 000 personnels hospitaliers. Ça va suffire selon vous ? Non, moi qui ai vécu le confinement à Mulhouse, région, vous le savez, très tôt et très fortement touchée, bien sûr, j'ai vu l'engagement formidable des personnels de santé, le dévouement d'ailleurs de toutes les autorités qui au niveau humain ont essayé de faire au mieux, de bien se coordonner, mais je pense qu'il faut en effet, non seulement comme l'a dit Martin Hirsch à l'instant, la réforme de l'hôpital, vraiment, mais également du système de santé, car il n'y a pas que l'hôpital, il y a le secteur privé, enfin il y a tout un ensemble. Je vous donne l'exemple du Grand Est. Nous avons, et c'est formidable au niveau de la solidarité, pu passer le cap du plus dur de la crise grâce à l'armée avec son hôpital militaire à Mulhouse, aux vols qui emmenaient les malades, aux vols spéciaux vers des hôpitaux de pays voisins, d'autres régions françaises, du sud de la France, du sud-ouest, etc., même des TGV spéciaux, très bien. Mais dans le même temps, si nous avions été, par exemple, comme chez nos voisins, qui sont un pays fédéral, et je dirais simplement à cet égard décentralisé, une meilleure proximité au niveau de l'administration du secteur sanitaire, une meilleure connaissance des lits disponibles ici et là, même pendant la crise. On aurait pu éviter tous ces déménagements. On aurait pu s'organiser différemment. C'est un exemple. Donc là, c'est complètement à reprendre. Et il faut aussi, et d'ailleurs le Premier ministre l'a dit au détour d'une phrase, ça ne m'a pas échappé, donner davantage de pouvoir au territoire, régions, les entités locales, dans ce domaine, et notamment dans le domaine hospitalier. Moi, j'étais pendant 28 ans président du conseil de surveillance de l'hôpital de Mulhouse. Je me suis énormément impliqué, comme mes prédécesseurs et mes successeurs. On pourrait jouer un rôle plus utile encore. Donc ça, ce sont des éléments de la réforme qui sont nécessaires, à côté, bien sûr, des moyens. Mais s'il n'y a que les moyens, c'est bien. Mais dans quelques temps, on va de nouveau être dans un besoin de fuite en avant parce qu'on n'aura pas réglé les vrais problèmes. Là, il y a vraiment un retour d'expérience, des enseignements à tirer de cette crise sanitaire pour améliorer, notamment par rapport à l'ARS, par rapport au rôle des départements, justement, etc., le système français qui, au-delà de la qualité des personnes, n'a pas été au top. Il nous a fallu du temps, comme ça a été dit, pour être vraiment réactif. Merci beaucoup, Steve. On vous retrouve tout de suite pour la revue de presse. Cette réorganisation, est-ce que si la deuxième vague arrive dans les prochaines semaines, au mieux dans les prochains mois, est-ce qu'on sera prêt ? On ne sera pas prêt, mais on peut faire au niveau de la réorganisation. Oui. On sera sûrement prêt parce que les masques, ça ne va pas se reproduire, parce que, etc. Mais je vous donne juste un exemple. Dans les propositions du Sénat, parce que nous avons aussi fait dans nos propositions sur la décentralisation le retour d'expérience de la crise, on propose par exemple que les préfets de département, en période de crise, c'est le cas, voient leur rôle renforcé. Non seulement sur les services de l'État qui dépendent déjà d'eux, le régalien, la sécurité, etc., mais également sur le secteur sanitaire, les agences régionales de la santé dans leur délégation départementale, sur les rectorats, donc de manière à ce que dans tous les domaines qui dépendent de l'État, le préfet puisse être conforté comme un coordonnateur et un partenaire des collectivités territoriales. Rien que ça... Quand Jean Castex hier dit que maintenant les embauches au niveau territorial se feront au niveau des départements, est-ce que ça vous dit que c'est une bonne chose, c'est une première réponse ? C'est bien parce que nous avions un État qui, traditionnellement, voulait tout garder. Donc résister d'une certaine manière à la décentralisation sans en avoir sur les territoires les moyens. C'est-à-dire qu'il y avait des prérogatives, mais il n'y avait pas de répondants. Et ça, pour les élus locaux, qui sont les partenaires quotidiens de l'État en territoire, c'était une difficulté. Et donc, du coup, ça créait des tensions inutiles. À partir du moment où l'État maigrit au niveau des administrations centrales et se conforte sur ce qui doit rester les missions de l'État, ce que d'ailleurs les maires et les territoires attendent. Ils attendent un État qui, sur le terrain, pour les compétences de l'État, soit fort. Et bien, ce sera mieux pour tout le monde, oui. Allez, justement, vous parliez de Mulhouse, on va y aller, Jean-Marie Bockel. On va retrouver Emmanuel Delahaye. Bonjour Emmanuel, vous êtes journaliste à l'Alsace. On parlait justement de cette pandémie du Covid. Et à la une de l'Alsace aujourd'hui, un mémorial pour le Covid.
Alors, mémorial, je ne sais pas si on peut déjà employer ce terme, mais effectivement, il y a un travail qui a d'ailleurs été entamé un peu partout dans l'Hexagone, de manière spontanée. Et ici, en Alsace, il prend sans doute un relief particulier, puisque la région a été l'une des plus touchées par le Covid. Jean-Marie Bockel le disait encore à l'instant. Et ainsi, à Colmar, Sélestat, Mulhouse, Strasbourg, les archives municipales et départementales ont entamé une collecte de témoignages des habitants. Ils encouragent les gens à témoigner spontanément. L'enjeu, en fait, il est double. C'est à la fois de constituer un fonds testimonial qui servira à la mémoire de l'événement, aux historiens du futur. Et puis, on en profite évidemment pour le faire, tant que la mémoire est encore vive. Et puis, comme me le disait une adjointe mulhousienne récemment, c'est aussi une manière d'amorcer une démarche de résilience. À Mulhouse, où d'ailleurs un ouvrage est même prévu pour parution d'ici la fin de l'année. On parlait des soignants et de leur importance, et la patrouille de France aujourd'hui va survoler l'Alsace pour leur rendre hommage. L'Alsace et même un petit bout de la Lorraine, oui, effectivement, cet après-midi, la patrouille de France survolera, je crois, les hôpitaux de Haguenau, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, et côté Lorraine, il me semble qu'il doit y avoir au moins Épinal. Et à lire également dans l'Alsace aujourd'hui un article sur la démographie mondiale. Oui, exact. On revient un peu en longueur. C'est la page qui fait l'ouverture du journal d'aujourd'hui sur une récente étude américaine qui prend un peu le contre-pied des prospectives de l'ONU. Alors, je ne vais pas me risquer à vous donner le nom de l'institut en anglais. Je l'ai traduit. C'est l'Institut de métrologie et d'évaluation de la santé qui prévoit une baisse de la population mondiale à partir du dernier tiers de ce siècle. Selon cet institut, nous serions 8,8 milliards d'humains en 2100 contre les 10,9 milliards projetés par l'ONU. Alors évidemment, si cette prospective est juste, elle aura beaucoup de conséquences géopolitiques. Je vous donne juste un exemple. La Chine verrait sa population divisée par 2 en un peu moins d'un siècle. Et pour terminer, Emmanuel, vous avez une question à Jean-Marie Bockel sur l'intercommunalité de Mulhouse. Oui, effectivement, Jean-Marie Bockel, je ne vais pas retracer toute votre carrière. Vous avez été ministre, député, maire, aujourd'hui sénateur. Vous avez aussi été président de l'Agglo, vous l'avez dit il y a quelques minutes. Je sais que la nécessité de construire une agglo dotée d'une assise géographique, d'une échelle pertinente, a été l'un de vos principaux objectifs, l'un de vos principaux soucis pendant plus de 30 ans d'action au niveau local. Alors, vous devinez sans doute ma question. Il y a une mésentente installée entre Mulhouse, la ville-centre, et son agglo depuis déjà au moins 3 ans. J'oserais dire que c'est une mésentente enquistée qui a sûrement diverses raisons, mais bref, toujours est-il que les récentes municipales n'y ont rien changé. Ça semble reparti pour un tour. Comment en sortir, tout simplement? Emmanuel, si je disais le fond de ma pensée, je pense que ça ne ferait pas avancer les choses. C'est effectivement un échec grave. J'en suis extrêmement malheureux. C'est très préjudiciable à notre territoire dans un contexte de compétition des territoires, y compris en Alsace, y compris dans le sud de l'Alsace. D'autres territoires vont progresser. Nous allons stagner si l'on continue comme ça. Et vraiment, vous savez, c'est la tragédie grecque. On sait que ça va mal se terminer et ça se termine mal. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de paralysie de gens qui ont par ailleurs des qualités pour reprendre contact. Moi, j'ai toujours été, on me l'a parfois reproché, un homme de consensus. On disait Bockel, il n'aime pas les conflits, il n'aime pas, etc. Oui, c'est vrai. Quand il fallait assumer des clivages ou des arbitrages, je le faisais, mais je préférais réunir les énergies. Je pense qu'il faut patiemment renouer les fils. Il y a des choses maintenant qui sont commises, qui sont pas rattrapables ou difficilement rattrapables avec cette absence de représentation politique de Mulhouse, enfin en tout cas de la majorité municipale, de l'exécutif au sein de l'agglomération. C'est inédit, c'est incroyable. Alors moi je ne désigne pas les torts, car vous l'avez dit vous-même, les causes sont multiples. J'avais averti publiquement avant les municipales de ce danger. C'est arrivé. Il faut patiemment renouer les fils. C'est presque un travail psychanalytique. On parlait bien à une certaine époque de la psychanalyse de l'Alsace. Là, on pourrait écrire la psychanalyse de Mulhouse pour au moins créer, je dirais, un terrain d'entente sans forcément s'aimer d'amour, mais qui permette de vraiment travailler et pas simplement dans les apparences. Là, il n'y a même plus les apparences. Donc, moi, si vous voulez,
ma carrière politique se termine, vous le savez, hein, dans quelques semaines. Si je peux très modestement et sans tambour ni trompette y contribuer, je le ferai volontiers parce qu'effectivement, c'est un peu mon bébé, mais ça n'a rien de personnel. C'est à un moment donné, si vous voulez, plus que le tramway, plus que certaines grandes réalisations, cette agglomération qui a toujours été une difficulté à Mulhouse, c'est ce qui nous permet d'avancer au niveau d'une ville qui a l'avenir devant elle. Bon, je vais m'y impliquer. Oui. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel. Merci Emmanuel. On revoit la une de l'Alsace rapidement. Castex, l'emploi comme urgence absolue. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel d'avoir été avec nous. On espère que vous viendrez nous voir en septembre avant de quitter le Sénat. Merci d'avoir été avec nous. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Avant de l'accueillir, on va écouter un extrait de la déclaration de politique générale de Jean Castex. La France, mesdames et messieurs les députés, c'est aussi celle des territoires, avec leurs identités et leurs diversités. C'est à cette France des territoires, à cette France de la proximité, que nous devons impérativement faire confiance, car c'est elle qui détient en large part les leviers du sursaut collectif. Les territoires, c'est la vie des gens. Libérer les territoires, c'est libérer les énergies. C'est faire le pari de l'intelligence collective. Nous devons, mesdames et messieurs, réarmer nos territoires. Nous devons investir dans nos territoires. Nous devons nous appuyer sur nos territoires. Pris par le haut, tous les sujets deviennent des objets de posture ou de division. Sur le papier, on n'en fait jamais assez. Mais traité en partant du bas, par les gens, donnant à nos concitoyens, et notamment aux plus jeunes d'entre eux, l'occasion concrète, visible, mesurable de s'impliquer, alors cela change tout. La confiance revient, les résultats progressent, la nation se ressoude. Cette confiance dans les territoires suppose que le droit à la différenciation soit consacré dans une loi organique. Elle passe également, comme l'a indiqué le président de la République, par une nouvelle étape de la décentralisation. Et notre invité politique ce matin, c'est Jacqueline Gourault. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Florent Buisson, journaliste à la République du Centre. Bonjour Florent. Bonjour. Votre Bonjour. région, du coup, Jacqueline Gourault, on va en parler tout à l'heure. On commence bien sûr par ce discours de politique générale et Jean Castex qui a beaucoup mis en avant son bon sens, le bon sens durant son discours. Est-ce qu'Édouard Philippe manquait de bon sens ? Oh là là, je ne vais pas comparer l'ancien et le nouveau Premier ministre. Chacun a son style. Et en tout cas, le discours de Jean Castex hier a montré que nous avons un Premier ministre qui est concret, qui veut avancer sur des objectifs non pas innombrables, mais sur quelques objectifs, rappelant que nous sommes en période de crise et qu'il nous reste 600 jours avant la fin du mandat du président de la République. Donc c'est quelqu'un de concret et qui veut avancer sur les territoires. Le mot territoire a été prononcé à de nombreuses reprises pendant son discours. On va en parler, mais Jean Castex a remplacé Édouard Philippe pour une question de méthode. En tout cas, c'est ce qu'on a compris de la part d'Emmanuel Macron. Il y avait un problème avec la méthode. Est-ce que celle qui a été déclinée hier par Jean Castex est la bonne, est meilleure en tout cas ? Jean Castex est à la fois, comme vous le savez, un élu local qui a occupé toutes les strates, je dirais, des collectivités territoriales. Jusqu'à sa nomination, il était maire, président de communauté de communes et conseiller général. Il connaît bien les collectivités locales. Il a son
comment dire, ses origines du Sud-Ouest qui s'entendent à son accent C'est du aussi un haut Gers. fonctionnaire Et reconnu. c'est aussi un haut fonctionnaire qui connaît bien la fonction publique. C'est pas quelque chose qui d'État. met en avant, contrairement au territoire. Est-ce que c'est aujourd'hui compliqué d'être issu de la... Non, il rappelle tous les postes qu'il a occupés. Et je crois que Mais c'est il dit compliqué avec aujourd'hui d'être un Premier ministre issu de la technocratie, comme on le dit, alors qu'on veut justement mettre de l'huile un peu dans les rouages Est-ce que vous technocratiques. pensez qu'il a l'air d'un technocrate, franchement? Non, mais Vous son parcours, l'avez en tout cas, entendu hier, ça n'est pas tout à fait l'image qu'il renvoie, et c'est très bien parce que ça montre que aussi dans la haute fonction publique, il y a des hommes de ce tempérament, de ce caractère, et je crois que partout où il est passé, en tout cas les hommes politiques avec lesquels il a travaillé en disent tous du bien. Et je crois, comme il le dit lui-même, que bien connaître la fonction publique, c'est un atout aussi pour lui en tant que responsable politique, parce que ça lui permet d'en voir, je dirais, les avantages et les inconvénients. Alors justement, il a parlé pardonnez-moi Oriane, de réarmer les territoires. C'est une phrase forte pour le Premier ministre d'un président à qui l'on a parfois reproché de les délaisser, ces territoires. Alors a-t-il fallu les gilets jaunes et la crise du Covid pour que l'exécutif comprenne que certains territoires étaient délaissés, voire sacrifiés? Écoutez, moi je suis ministre pas tout à fait depuis le premier jour, mais presque. Et j'ai toujours été sur ce portefeuille, que ce soit auprès de Gérard Collomb à Beauvau ou depuis 2 ans au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et nous avons toujours beaucoup travaillé avec les territoires et pour les territoires. Alors, il y a eu peut-être aussi, parce que vous savez, quand on se parle, il faut toujours être deux, il y a eu aussi peut-être des attitudes, voire des postures politiques vis-à-vis du président de la République qui avaient un parcours qui n'était pas le même que beaucoup d'autres, c'est-à-dire qui n'avait pas été un élu local et c'est quelque chose qui lui a été reproché d'emblée. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un... Est-ce que ces crises l'ont aidé à se rendre compte de l'importance justement des territoires comme... La prise de conscience, comme la crise des Gilets jaunes, le président de la République l'avait dit lui-même, mais je vous rappelle aussi le grand débat qu'il a initié, et c'est lui qui est allé au charbon, si je puis dire. Mais vous restez sur le fait grand que c'était débat des postures. a été quelque chose de très, très important. Vous restez sur le fait que c'était des postures. Vous visez Territoire Uni, on imagine, l'association de François Baroin, Dominique Bussereau. Je reste pas, parce que moi j'ai toujours eu des relations, je dirais, cordiales avec les associations d'élus. Mais force est de constater que la création de Territoires Unis, c'était pas la création d'un club d'amitié pour le président de la République. C'était un club, dira le président du Sénat et les autres représentants, pour défendre les collectivités locales. Soit, mais parfois, il y a eu dans le regard porté sur le gouvernement et sur le président de la République, des positions qui tenaient parfois de la posture. Mais quand François Baroin, encore la semaine dernière, dit que Emmanuel Macron ne les entend pas, que l'État est hyper centralisé, qu'il travaille en silo, est-ce qu'il n'y a pas du vrai ? Eh bien, c'est la preuve qu'il y a une espèce de fond qui a été adopté et qui a du mal à évoluer, malgré toutes les politiques publiques qui sont mises en place. Soyons concrets, je ne sais pas, l'agenda rural, je suppose que François Baroin est conscient de ce que nous faisons pour la ruralité qui n'a jamais été fait. Deuxièmement, sur le plan financier pour les collectivités territoriales, vous savez que nous avons maintenu les dotations de fonctionnement pour les collectivités territoriales et qu'on n'a jamais mis autant d'argent pour l'investissement sur les collectivités territoriales. Encore récemment, nous avons annoncé 1 milliard supplémentaire de décile, c'est-à-dire de financement pour des investissements pour les collectivités territoriales. C'est donc des choses qui sont très importantes. Et nous avons vous avez entendu André Léniel la semaine dernière, André Léniel qui préside le comité des finances locales, dire que ces moyens sont trop fléchés, qu'il n'y a pas assez d'autonomie pour les collectivités territoriales sur ces moyens. Est-ce que vous allez changer ça ? Non, mais il y a les ressources des collectivités territoriales et ce que l'État apporte pour aider les projets des collectivités territoriales.
d'ailleurs, on ne le fait pas que sur le plan financier, on le fait sur le plan aussi de l'ingénierie avec la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et nous avons des politiques publiques qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire. Je vais prendre par exemple Action Cœur de Ville pour 222 villes moyennes en France, qui est un grand succès. Les maires des 222 villes sont extrêmement positifs sur cette politique et c'est du concret, avec des projets en plus qui partent du bas, de la volonté des élus. On respecte la volonté des élus, on les aide à mettre en place. Et nous allons bientôt, avec le Premier ministre, lancer Petite Ville de demain qui va cibler des villes qui font centralité dans les territoires français et qui sont moins de 20 000 habitants, mais parfois même 4 000 ou 5 000 habitants. Associés à cette démarche, parce que c'est souvent ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont lancés à l'échelle de l'État, avec la tutelle de l'État, mais sans le lien avec les élus locaux. Eh bien, je ne sais pas, inviter par exemple le président des Petites Villes de France, il vous dira tout le travail qui a été fait en partenariat pour construire Petite Ville de demain. Donc c'est pas l'État qui décide et les collectivités qui exécutent. Non, et aussi l'Association des maires ruraux de France, d'ailleurs, Petite Ville de demain est dans l'agenda rural. Et l'idée, c'est qu'il y a des projets locaux et que l'État vient en soutien des projets locaux. Et vous savez, toutes les politiques utilisant le nom de contractualisation, c'est quelque chose qui marche. Hier, je discutais avec une députée de la Nièvre qui me parlait du contrat que nous avons signé avec le département de la Nièvre, qui est très avancé, avec des exécutions importantes sur des projets qui étaient des projets locaux. Puisqu'on parle des finances locales, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la taxe d'habitation? Est-ce que les 20% des Français qui payent encore cette taxe d'habitation vont continuer à la payer et jusqu'à quand? Alors, peut-être rappeler aux Français que en cette année 2020, 80% des ménages ne paieront plus de taxes d'habitation et qu'il reste 20% des Français qui normalement la paient jusqu'en 2023. Le président de la République a évoqué cela comme une hypothèse, une réflexion, de voir si l'échéance serait reculée ou pas. Il ne s'agit pas de créer un impôt supplémentaire ou quoi que ce soit, il s'agit d'une histoire de calendrier. Hein. C'est un impôt qui est supprimé, la taxe d'habitation est supprimée sur les résidences principales. Je rappelle qu'il est maintenu sur les résidences secondaires. Et alors, pour les 20% de Français qui nous écoutent et qui la payent, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Jusqu'à quand je leur dis que ce qu'a dit le président de la République, le gouvernement va en discuter, va évaluer si c'est quelque chose qui est utile dans une période où il faut faire aussi attention à la gestion des finances publiques, parce qu'il faut à la fois répondre à ceux qui sont beaucoup touchés par la crise, c'est-à-dire, vous savez que la priorité, et le Premier ministre l'a suffisamment dit hier, et vous l'avez rappelé avec le titre des dernières nouvelles d'Alsace, c'est de lutter contre le chômage. Et donc, il faut voir quelles sont les priorités. Nous allons regarder cela de près. Mais ça veut dire décaler ou ça veut dire supprimer? Peut-être que les 20% la taxe d'habitation, de toute façon, va être supprimée. Ça, pour tout le monde. C'est certes pour tout le monde. D'ailleurs, c'est juste une question de calendrier. Bien sûr. C'est constitutionnel. À quelle raison, alors, je vous rappelle. Mais c'est ça qu'il faut discuter. C'est exactement ça. D'accord. Mais je vous rappelle que le Conseil constitutionnel avait. Excusez-moi. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel avait demandé au gouvernement d'alors d'étendre l'ensemble de cette suppression de la taxe d'habitation à l'ensemble de nos concitoyens au nom d'un principe constitutionnel qui est l'égalité devant l'impôt. Allez, on va parler de la décentralisation, et notamment de votre loi 3D. Ça fait quand même des années qu'on parle de décentralisation, que les élus attendent un nouveau souffle de décentralisation bien avant la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez leur garantir ce matin qu'il y aura un véritable acte de décentralisation d'ici la fin du quinquennat? Oui, puisque le Premier ministre l'a dit hier, absolument clairement.
Et la décentralisation, nous sommes dans une république décentralisée, il faut toujours le rappeler, c'est même inscrit là aussi dans la Constitution. Sur ce nouveau souffle, est-ce qu'il y aura un nouvel acte tel qu'on a connu sous Gaston Defferre ou sous Jean-Pierre Raffarin, qui sont les deux précédents? Ou est-ce que ça n'ira pas aussi loin? Moi, je veux toujours... c'est pas un mouvement perpétuel, je le dis comme ça très simplement, la décentralisation. Parce qu'il y a des domaines, et je crois que les Français sont tous attachés à cela, qui sont, comme on dit, du régalien. C'est-à-dire la justice, la police, la santé, tout ça. La protection sociale, c'est du régalien. Et les Français y sont très attachés. Donc on ne va pas, jusqu'à la fin des temps, parler de décentralisation, parce qu'il y a un jour, je dirais, la ressource manquera. Je ne sais pas comment le dire plus simplement. Mais tout le monde sait qu'il y a besoin de clarifier un certain nombre de compétences, qu'il y a des trous dans la raquette, comme on dit aujourd'hui, sur des compétences, on ne sait pas très bien qui les exerce. Il y a des compétences qu'on pense qui seraient mieux exercées au plus près du territoire que ça ne l'est aujourd'hui. Le président de la République a lui-même dit devant les associations d'élus dans des réunions auxquelles j'assistais que, par exemple, sur le logement, il était prêt à faire une décentralisation vers les collectivités territoriales. Donc il y a plusieurs thèmes comme cela. On parle aujourd'hui... Donc c'est une simple clarification, un problème d'efficacité? Non, oui, mais il y a aussi des décentralisations qui sont à poursuivre. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des départements qui demandent à avoir des routes qui sont aujourd'hui restées nationales. Eh bien, on dit, pourquoi pas? Je dis certains départements, parce que ça n'est pas vrai de tous les départements. Et c'est là où aussi intervient une autre notion, qui est, au fond, la différenciation. C'est accepter qu'on puisse décentraliser des routes avec tel ou tel département et que nous ne le fassions pas pour des raisons qui tiennent à la fois à l'intérêt départemental et à l'intérêt national, de ne pas les décentraliser. C'est être pragmatique, avoir du bon sens. Est-ce qu'il y aura un effort sur la communication aussi auprès des Français pour qu'ils comprennent mieux cette architecture territoriale? Aujourd'hui, clairement, quand on parle aux gens, ils n'y comprennent absolument rien. Les métropoles, les départements, les communautés de communes, les régions, l'Europe, c'est très compliqué à appréhender. Est-ce qu'il y a un effort à faire là-dessus? Sûrement, il y a toujours des efforts de communication à faire. Je crois que les Français recherchent l'efficacité des politiques publiques. Et ce qu'ils veulent, c'est que les gens, se serrent la main et travaillent ensemble, c'est ça que je veux dire, et en même temps qu'il y ait un accès facile aux politiques publiques. C'est la raison pour laquelle, le Premier ministre en a parlé aussi, il y a la manière dont sont organisés les pouvoirs publics sur les territoires. Parce que quand on dit les territoires, et je sais ce que pense le Premier ministre, sur les territoires, il y a l'action des collectivités territoriales, et ce qui est fondamental, mais sur les territoires, il y a aussi l'action de l'État, ce qu'on appelle l'action, l'État déconcentré. Et ça, c'est quelque chose auquel tient beaucoup le Premier ministre, avec une ligne de force qui est le renforcement de l'échelon départemental pour la présence de l'État sur les territoires. Et en quoi ça va contribuer à faciliter la vie des Français? La vie quotidienne, j'entends. Parce que vous avez des guichets uniques, des endroits où il y a l'État qui est représenté et qui représente l'ensemble des représentants de l'État sur les territoires. Et c'est quelque chose qui facilite les choses. Vous travaillez sur une grande loi de décentralisation qu'on a appelée la loi 3D, différenciation, déconcentration, décentralisation. Est-ce qu'elle est encore d'actualité, cette loi? On en est où? Ah mais elle est totalement d'actualité. D'ailleurs, là, on vient de parler du 3e D, si je puis dire, qui est très important. On a parlé avant de décentralisation, de compétences qui peuvent être transférées aux collectivités territoriales. Et puis, il y a la différenciation. Et vous savez que la différenciation était un projet de la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle n'a pas pu avoir lieu. Nous sommes ici au Sénat, je ne vais pas vous faire de dessin, elle n'a pas pu avoir lieu. Mais nous avons, je dirais, trouvé le moyen d'avancer sur ce sujet par le fait de, déposer
récemment au Conseil d'État un projet de loi organique sur l'expérimentation. Et au fond, l'expérimentation, qui va donc évoluer, je vais y revenir si vous voulez bien, va nous permettre d'avancer vers la différenciation. Qu'est-ce qu'on propose ? D'abord, il faut rappeler que c'est à la suite d'une commande du Premier ministre Édouard Philippe au Conseil d'État sur une réflexion qui a été faite par le Conseil d'État sur la manière de faire de l'expérimentation. Et ce rapport a été très positif. Et au fond, le PJLO que nous avons déposé, il y a 2 idées fortes, sans entrer trop dans le détail. Première idée, il faut faciliter l'accès à l'expérimentation, que le chemin soit beaucoup plus simple, éviter tous les décrets qui vont bien, etc., simplifier. Et la deuxième chose, sortir du caractère binaire de l'expérimentation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites une expérimentation, au bout d'un certain nombre d'années, si elle veut se poursuivre, il faut qu'elle s'étende à l'ensemble du territoire, ou alors on est obligé de l'arrêter. Donc il faut sortir de ce caractère binaire pour que l'expérimentation puisse devenir définitive sur certains territoires sans s'étendre sur l'ensemble du territoire français. Mais du coup, concrètement, votre loi 3D, elle sera divisée en plusieurs lois ou est-ce que ça restera un ensemble présenté en Conseil des ministres et dans ces cas-là, quand ? Là, c'est un projet de loi organique. D'ailleurs, mais qui se résumera à ça ou il y aura votre non, il y aura bien sûr un autre projet de loi donc ordinaire, ça sera différents projets de loi simple, une grande loi unique. Voilà. Ça a toujours été prévu comme ça, parce que l'organique, c'est l'organique. Ce qui relève de la Constitution, c'est ce qui relève de la Constitution. Ça veut dire que le reste, ça sera beaucoup plus tard. Ah non, c'est pas que ça sera beaucoup plus tard. Le reste va venir, je dirais, en complémentarité du projet de loi organique, bien évidemment. Un mot sur la Conférence nationale des territoires. Dans son interview à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron dit espérer une nouvelle Conférence nationale des territoires d'ici l'été. Est-ce qu'elle est déjà prévue ? Il va y avoir une réunion de la Conférence nationale des territoires. Simplement, nous sommes en train de réfléchir avec les associations d'élus pour essayer de trouver la formule qui soit, là aussi, la plus efficace possible. Parce que les grandes messes, on a expérimenté au début du mandat. On a vu aussi qu'un certain nombre d'associations boycottaient la Conférence nationale des territoires. Donc on va essayer de mettre sur pied une méthode nouvelle pour que chacun y trouve son compte, si je puis dire. Donc ça ne sera pas d'ici l'été ? De façon pragmatique. C'est le Premier ministre qui en décidera. D'ici les régionales ? Quand même. Ah bah oui, les régionales, c'est loin. L'été, c'est vite, quand même, il reste 2-3 semaines. On imagine que ça ne sera pas au mois d'août. Écoutez, le Premier ministre a déjà reçu toutes les associations d'élus. Mais est-ce qu'elle aura lieu au mois de juillet ? Vous vous rappelez quand il a été nommé ? Est-ce qu'elle aura lieu au mois de juillet, cette Conférence nationale des territoires ? C'est le Premier ministre qui l'annoncera. Et juste un mot sur ce qui avait fait pchit, notamment cette histoire du pacte de Cahors, de contractualisation, de limiter la hausse des dépenses. Est-ce que ça, c'est fini maintenant ? Alors, vous savez que c'est déjà suspendu. C'est suspendu, mais est-ce que ça va être remis à l'ordre du jour ou pas du tout ? Là aussi, ça fait partie du travail. On ne peut pas dire il faut dialoguer avec les collectivités territoriales et que moi, toute seule, sans qu'il y ait les réunions avec les associations et le Premier ministre, de prendre cette décision. Mais naturellement, on voit bien que... On vous sent prudente sur la question. Non, je n'ai pas fini. Vous avez coupé la parole. On voit bien que les circonstances dans lesquelles nous sommes sont plutôt, et je me permets de le faire remarquer, un État qui aide les collectivités territoriales, parce que tout le monde l'oublie, mais nous savons que nous venons de répondre aux difficultés d'un certain nombre de communes et d'intercommunalités en compensant les pertes de recettes, ce qui est très important, en faisant des avances remboursables pour les départements. Et bien sûr, nous allons continuer à accompagner les collectivités territoriales dans cette crise. Et naturellement, ce qui était vrai dans une période où on commençait
à retrouver un horizon positif n'est pas forcément vrai dans une période de crise. C'est ça, être concret et répondre à l'actualité, si je puis dire. Un dernier mot rapidement avant de laisser la parole à Florent pour une question comme disait sur le vos général régions. de Gaulle. Juste, le Sénat a fait 50 propositions sur la décentralisation il y a 10 jours, notamment sur l'autonomie financière, sur garantir la place de la commune. Est-ce que vous allez les reprendre, ces propositions ? Je reprends simplement l'autonomie financière. Vous voyez que c'est un débat sur lequel il faut beaucoup discuter, parce que quand il y a des crises comme nous venons d'en vivre, quand même les collectivités territoriales se tournent immédiatement vers l'État pour avoir des compensations. Donc, vous savez, je suis intimement convaincue que la France est un pays où la subtilité des missions entre les collectivités territoriales et l'État doit être encore largement discutée. Parce que dans une France décentralisée, dans laquelle nous sommes, avec des gens qui s'accusent d'être girondins ou jacobins, je crois qu'il faut savoir que les Français, n'est-ce pas, aiment des collectivités qui assument leurs responsabilités et qu'ils aiment aussi un État garant. On a bien compris qu'elle ne serait pas reprise garant, attendez, non, c'est pas du tout, j'ai pas répondu. Garant de l'équité des territoires et des populations. Naturellement, il y a plein de propositions dans ce qu'a fait le Sénat, sur lesquelles nous sommes d'accord depuis très longtemps. Donc je ne vais pas vous dire le contraire. Madame la ministre, vous êtes élue de la région Centre. Les régionales sont prévues dans 8 mois. Vous dites que c'est loin, mais ça se prépare dès aujourd'hui, évidemment. Est-ce qu'il faut que votre collègue ministre MoDem, Marc Fesneau, conduise la liste de la majorité présidentielle pour ce scrutin dans la région Centre, évidemment? Eh bien, écoutez, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez? Naturellement, vous savez, j'ai été tête de liste régionale, Marc Fesneau l'a déjà été. Nous sommes très attachés à notre région Centre-Val de Loire. Et naturellement, d'une manière ou d'une autre, nous participerons à cette campagne. Ça veut dire que vous serez sur la liste? On verra les circonstances du moment. Vous serez impliqué, vous? Ah ben, bien sûr que je serai impliqué. Sur la liste? Mais je ne sais pas comment. Je dis oui, je serai impliqué. Après, je ne sais pas comment. Merci beaucoup. Merci Florent. Merci Jacqueline Gouraud. Demain, justement, à votre place, c'est Marc Fesneau, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. On lui posera. Vous allez être obligé de rester 24 heures. Je dors ici sur le plateau. Merci d'avoir été avec nous, Jacqueline Gouraud. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Avec nous aujourd'hui, on les accueille Frédéric Dabi, Julien Lécuyer et Clément Pétro. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On reviendra longuement, bien sûr, messieurs, avec vous sur le discours de Jean Castex. Un discours centré sur les territoires. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Toute la semaine, vous le savez, nous sommes en Corse pour voir comment l'île tente de concilier le tourisme et la sécurité sanitaire. Quentin Calmet et Alizé Boissin sont allés à Bastia et dans le Cap Corse, vous allez voir que les hôteliers et les communes misent sur les insulaires pour pallier l'absence de tourisme. On regarde. Le tourisme, c'est un tiers du PIB corse. La fréquentation touristique est donc scrutée avec inquiétude dans les 26 hôtels de Bastia et ses alentours. On va parler avec le propriétaire de l'un de ces établissements dans le Cap Corse, à quelques kilomètres seulement au nord de Bastia. Hôtel Calavita, bonjour. Donc là, la résa, c'est bâti. Bonjour Hugo Allègre, vous êtes l'un des propriétaires de l'hôtel où nous sommes, le Calavita. À l'heure d'aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Est-ce que vous pouvez nous parler du taux de remplissage? À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 20% de taux de remplissage sur le mois de juillet et seulement 15% sur le mois d'août. On tourne entre 5 et 10 chambres sur 32
ce qui est très très faible, ce qui est l'équivalent d'un taux de remplissage du mois de décembre ou de janvier. Avec mes associés, on a pris la démarche qui a été suivie par l'Office de tourisme de faire un tarif résident pour les locaux, ce qui est une bonne idée parce que voilà, ça permet aux locaux de pouvoir découvrir les établissements de leur île et d'être solidaires envers leur établissement pour compenser cette perte. Elle ne pourra pas être compensée, mais c'est toujours un petit plus qui est assez bénéfique. Bonjour. Alors Jean-Jacques Ristorcelli, vous travaillez à l'Office du tourisme. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, vous, pendant cet été? Alors nous avons lancé la campagne Sista Ben Nenoi, ça veut dire en Corse, on est bien chez nous. Le but, c'est de faire visiter la Corse aux Corses, qui consiste en fait à des offres, particulièrement sur les hôtels de Bastia, une offre à moins 15% et des petits déjeuners offerts pour les résidents de l'île. Il y a aussi d'autres initiatives pour redécouvrir la ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, on a un produit qui s'appelle les Légendines. C'est une visite de Bastia qui reprend tout ce qui est contes, légendes, traditions de la ville. Cette visite dure à peu près 2 heures. Durant cette visite, on a très généralement 50% du public qui est corse. Bonjour Pierre Salvelli, c'est vous le maire de Bastia? L'ancien maire et le nouveau maire. Ancien maire, nouveau maire. On voit cette situation compliquée pour les hôteliers, aussi vos initiatives pour faire revenir aussi des touristes de Corse. Comment est-ce que vous pouvez faire pour rassurer ces hôteliers et tous les personnels qui travaillent dans le tourisme? Alors rassurer, on essaie de rassurer, c'est un petit peu compliqué. On sait que c'est un contexte éminemment difficile pour tout le monde, pas qu'en Corse. Nous, ce que nous avons fait déjà pendant le confinement, c'est de demander aux gens de consommer en local. Aujourd'hui, l'idée, c'est, si vous allez partir en vacances, essayez de ne pas partir ailleurs, mais partez en Corse, allez visiter la Corse. On a toujours des choses à découvrir, même si on y est né et si ça fait 50 ans qu'on y habite. Une question un peu naïve, mais est-ce que derrière, il y a aussi une pensée un peu nationaliste? On a vu aussi que c'était votre courant politique. C'est de dire aussi les Corses peuvent faire fonctionner l'économie de l'île? Non, les Corses peuvent faire fonctionner l'économie de l'île. Après, c'est pas une pensée nationaliste que de dire de consommer en local. Je pense que c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas de pays où on dit consommer uniquement les produits qui viennent de l'extérieur. Nous, on a une économie très dépendante justement de l'extérieur. Aujourd'hui, on peut essayer d'atténuer ça justement en disant voilà, consommez, allez visiter votre pays, il est magnifique, et ça vous apprendra ensuite à être de vrais bons ambassadeurs de l'île. On voit cette inquiétude des secteurs qui dépendent directement du tourisme. Certains hôteliers en appellent à l'État et réclament un allègement des charges. Ce reportage de Quentin Calmet et Alizé Boissin. Dernier épisode demain. Ils seront à Calvi pour parler culture et pour voir l'impact de cette crise sur le secteur culturel. On va parler, messieurs, rebonjour, du discours de Jean Castex. Jean Castex qui a donc passé son grand oral hier, 1 heure devant les députés. On va en parler d'abord avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Jean Castex qui a donc prononcé hier son discours de politique générale devant les députés. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Un discours de politique générale qui n'avait de général que le nom, beaucoup de mesures très précises, beaucoup de réformes à venir pour les 600 prochains jours. Jean Castex était très attendu sur son plan de relance économique, le cataclysme annoncé sur le front de l'emploi pour la rentrée de septembre et dans toutes les têtes. On attendait donc la réponse du gouvernement sur ce point. Jean Castex a annoncé le déblocage de 100 milliards d'euros. C'est en fait un peu plus que 100 milliards d'euros qui se répartissent ainsi. 40 milliards pour reconstruire notre industrie, 38 milliards pour le chômage partiel. Jean Castex a répété à plusieurs reprises que la priorité du gouvernement était la lutte pour l'emploi, la lutte contre le chômage. 6 milliards d'euros seront injectés dans le système de santé, 6 milliards qui s'ajoutent aux 13 milliards de reprise de la dette hospitalière déjà prévue. Et enfin, 20 milliards d'euros pour la transition écologique. La transition écologique, c'est un sujet, on sait, sur lequel le gouvernement est attendu au tournant. Écoutez ce qu'a déclaré le Premier ministre hier dans l'hémicycle. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesse. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte. Autre annonce importante de Jean Castex, la présentation d'un projet de loi contre les séparatismes. Ce texte devrait être discuté en Conseil des ministres à la rentrée. Laïcité, République, 2 mots que le Premier ministre a martelés à plusieurs reprises. Il a aussi utilisé le terme d'islamisme radical. Écoutez. En particulier,
Il faut nommer les choses telles qu'elles sont, lutter contre l'islamisme radical sous toutes ses formes est et demeure l'une de nos préoccupations majeures. Tout le gouvernement est concerné. Voilà, Jean Castex est ce matin devant les sénateurs pour présenter la ligne de son gouvernement. Des sénateurs qui seront particulièrement attentifs au volet décentralisation du projet du Premier ministre. Jean Castex a en effet annoncé son désir d'engager un nouvel acte de la décentralisation. C'est précisément aussi ce que souhaitent les sénateurs. Pas certain en revanche que l'exécutif et le Sénat entendent le mot décentralisation de la même oreille. Et merci beaucoup Steve, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse de la presse quotidienne régionale. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'a dit Jean Castex et notamment parler des territoires du régalien, un mot d'abord sur ce que ce discours de politique générale dit de Jean Castex. Qu'est-ce que ça dit du style Castex, Julien ? Alors, ça dit qu'il est totalement à l'opposé d'Emmanuel Macron, à la fois dans le style, dans la forme. Enfin, le terme de miroir, l'expression de miroir inversé a été utilisée, mais c'est vrai qu'on a l'impression de deux mondes qui on va voir, vont se compléter ou pas. Mais pour l'heure, on voit 24 heures après Macron, une figure planter les deux pieds dans la terre, l'humilité au pouvoir, la modestie, un vocabulaire très simple, très compréhensible, à hauteur des territoires, même un style vestimentaire sobre. On n'a pas de in petto ou d'hémistiche dans le discours de Jean Castex. Tout l'oppose, un ton professoral pas du tout enlevé, qui se répète. Enfin voilà, c'est le fils d'instituteur qui vient, comment dire, au service de la France. Donc vraiment, on avait l'impression d'une sorte d'opposition de style incroyable en 24 heures seulement. Contraste avec Emmanuel Macron, contraste avec Édouard Philippe aussi. Oui, contraste avec Édouard Philippe, on voit que ça ébranle un peu même la majorité. Il y a des députés qui, évidemment, en off, disaient « Ah oui, on a l'impression que c'est un sous-préfet au champ. Mélenchon a été très violent en disant « C'est le retour d'Hibernatus. » On sent quand même, on se souvient que son surnom, c'est Croque-Mémé. Enfin, il y a un côté très Troisième République qui peut aussi faire du bien et un petit peu contrebalancer l'effet moderne, Startup Nation qu'avait donné un petit peu Macron au début de son quinquennat. On ne le sent pas complètement forcément à l'aise sur les questions comme l'écologie ou les questions plus modernes. On voit qu'il a envie de s'emparer de choses beaucoup plus régaliennes pour s'installer et s'ancrer dans sa fonction. Frédéric. Oui, c'est vrai que la différence avec Emmanuel Macron est absolument frappante, même sur la durée. Il a fait 1 heure pile quand Emmanuel Macron a commencé son intervention avec 20 minutes de retard. Il a terminé au bout d'1 heure et quart au lieu de 45 minutes. Ça compte. Pas dans le volet lyrique. Il a voulu incarner, même physiquement, cette France du bon sens, cette France de la raison. Ça me fait penser au film Monsieur Smith au Sénat de Capra. Il vient dire les choses très simplement, avec bien sûr un mantra. Il aurait pu se présenter comme un énarque, comme l'homme de Nicolas Sarkozy, comme un homme de droite. C'était la première phrase d'Édouard Philippe lorsqu'il avait, lors de la passation des pouvoirs avec Bernard Cazeneuve. Ça a été clairement l'homme des territoires, l'homme du bon sens, l'homme de la terre qui ne ment pas, l'homme qui dit qu'il fallait les défendre, réarmer ces différents territoires. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un contraste saisissant avec Emmanuel Macron, dans un contexte quand même d'opinion qu'il faut rappeler. 1, malheureusement, la scène parlementaire n'est pas une scène visible par les Français. 2, Emmanuel Macron lui a coupé l'herbe sous le pied en parlant la veille du discours de politique générale, ce qui a sans doute fait descendre un peu l'intérêt. Je n'ai pas des audiences sur sa déclaration, mais elle va être quand même commentée. Et 3, il reste très peu connu des Français. Mais c'est normal pour quelqu'un de son parcours et de cette arrivée surprise à Matignon. Et justement, puisque vous parlez de l'opinion, vous parlez des Français, vous avez fait un sondage, un IFOP pour Paris Match et Sud Radio sur l'approbation de l'action de Jean Castex comme Premier ministre. Oui, c'est la première mesure. Il faut être prudent parce que l'approbation de l'action, c'est plus une première cote de popularité. Il obtient un score de 47%, ce qui n'est pas infamant, loin de là. Il a des scores plus forts dans les différents segments de droite. Il ne faut pas oublier à quel point Édouard Philippe tenait l'édifice macronien sur la droite, à quel point une partie des Français a pu être désarçonnée par le départ surprise d'un Premier ministre qui était au climax de sa popularité. D'ailleurs, Emmanuel Macron perd 12 points chez les sympathisants LR dans ce baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Le premier élément d'image que les Français reconnaissent comme ça à Jean Castex, c'est un homme ouvert au dialogue. C'était également ce qu'avait avancé le président de la République pour justifier sa nomination. Puisqu'on parlait des territoires, c'est vrai que c'est un mot qu'il a prononcé à de nombreuses reprises, 25 fois durant tout ce discours. Est-ce que Jean Castex, il peut être la réponse à cette France qui s'est sentie oubliée, cette France qu'Emmanuel Macron avait promis de réconcilier et qu'il a échoué à faire ? En tout cas, c'est la volonté, visiblement.
il est là pour ressouder le pays, il le dit lui-même. Il y a, Frédéric l'a très bien dit, en effet, cette volonté de redonner la parole à une France oubliée, celle qui ne dit rien mais n'en pense pas moins. Enfin, vraiment, cette France dont on archipélisait, cette France de Jérôme Fourquet, ou cette France des banlieues, cette France périphérique, enfin, il les a toutes nommées, et il cherche à lui trouver un front commun, en fait, et de lui redonner confiance. Enfin, les mots sont là pour essayer justement de retisser le patchwork de la France. Après, c'est par ces territoires justement qu'il veut affronter tous les problèmes. Enfin, clairement, c'est la priorité, c'est l'expérimentation, la différenciation. Comment on va adapter chaque pan du plan de relance à cette France qui est très diverse. C'est la méthode dont pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va la trouver, comment on va l'expérimenter. Elle est soumise à une conférence des territoires, elle est soumise à une loi organique qui est encore à venir. Il y a beaucoup de choses qui sont encore dans l'incertitude. On a bien senti en tout cas que le couple maire-préfet que Jean Castex avait mis en avant durant la phase de déconfinement est remis sur le devant de la scène à cette occasion, avec cette mesure qui, alors parlera pas forcément aux gens, mais de concentrer toutes les embauches de fonctionnaires vers les services départementaux et non vers l'administration centrale. C'est bien aussi une réponse à ce que Emmanuel Macron avait dit durant son discours, je crois, du 14 juin, quand il disait « tout ne doit pas se décider à Paris, on doit envoyer le pouvoir dans les territoires ». C'est une forme de réponse à ce discours. Clément. Oui, on voit qu'il est là pour reconquérir un électorat qui a été froissé un petit peu, qui a été malmené par la Macronie. On sent qu'il y a eu un message subliminal, ou peut-être même pas très subliminal d'ailleurs, mais à l'intention des Gilets jaunes, notamment à l'intention des gens qui ont manifesté beaucoup contre la réforme des retraites, même si on sent que c'est un dossier qui va revenir sur le tapis. On voit aussi qu'il n'hésite pas à jouer une partition un peu de droite, on va dire classique, un petit peu identitaire. Je pense notamment à la loi contre le séparatisme qu'il a repris à son compte, qui avait été porté par Emmanuel Macron en février, je crois, dernier, mais qu'il reprend dans des termes moins châtiés et moins, on va dire, subtils que l'avait fait le président de la République, avec une force d'affirmation régalienne beaucoup plus prononcée. Et on sent qu'il a besoin de ce sujet, d'une part parce que ça l'installe dans le régalien, et puis d'autre part parce que, pense-t-il en tout cas, ça peut rassurer une partie de cet électorat qui a été un petit peu chamboulé ces derniers temps. On va revenir sur ces questions régaliennes, mais sur les territoires, Frédéric, est-ce que cette France qui s'est sentie oubliée depuis le début du quinquennat Macron, en entendant Jean Castex hier, eh bien, elle peut dire ça y est, on s'adresse à moi. Oui, elle s'est peut-être reconnue, elle a sans doute jugé ce discours plus authentique. Le souci entre cette France, qui est assez malgré tout hétérogène, et le président de la République, c'est le sentiment qui est déconnecté des réalités que ces Français connaissent, c'est que sa parole est relativement souffre d'un déficit d'authenticité. Ça s'est très bien vu pendant la période du Covid, où Emmanuel Macron, avec son discours « Nous sommes en guerre », a paru très décalé par rapport à ce que cette France vivait, qui jugeait justement que nous sommes en guerre, mais nos soignants n'étaient pas armés face à cette guerre. Et c'est vrai, je partage ce que vous dites, Clément, le point central, au-delà de la forme, c'est le fond. Il y a une vraie complémentarité entre l'intervention du 14 juillet et le discours de politique générale sur l'écologie, sur l'économie, où il n'a fait que détailler à travers une feuille de route le chemin présidentiel. Le point de rupture ou de différenciation, c'est sur le régalien. Emmanuel Macron n'avait pas parlé du drame du chauffeur de bus de Bayonne, qui est le sujet dont les Français ont le plus parlé dans ce baromètre fiducial pour Match et Sud Radio. Il n'a pas parlé des émeutes de Dijon, il n'avait pas parlé du bus de Nanterre qui avait brûlé la veille. Là, clairement, Jean Castex a mis des mots sur ces sujets d'identité, de sécurité, la question de la loi contre le séparatisme. Il a parlé d'islamisme radical à l'Assemblée nationale. Clairement, il a envoyé des signaux à ce peuple plutôt classé à droite et qui a une sorte d'insécurité culturelle. Et il a finalement incarné l'autorité qui a manqué, Emmanuel Macron, ce 14 juillet. Ah oui, je pense qu'il a... Alors, je ne sais pas si c'était délibéré, mais en tout cas, je pense que Emmanuel Macron a fait une erreur que de ne pas au moins annoncer la philosophie de son volet régalien qu'il avait pourtant annoncé comme l'un des tournants de la fin de son quinquennat. Donc ça a manqué. Jean Castex s'est saisi de ce dossier avec force. Enfin, je rejoins complètement mes confrères, c'est-à-dire que
les mots qu'il a employés, les ennemis de la nation dans lesquels il met l'islamisme, le communautarisme, le complotisme, enfin bref, tous les ismes dont avec bercé de réseaux sociaux dont on se demande justement où il veut mener justement cette lutte. Bref, tout ça donne l'impression de vouloir couper l'herbe sous le pied de la droite. Et de fait, moi je me pose la question de savoir, avec Jean Castex aux commandes du gouvernement, quelle marge de manœuvre va désormais avoir la droite dans les 600 jours qui restent. On tape là vraiment dans l'électorat qui est de la droite, voire même de l'extrême droite. On cherche à focaliser et asseoir la base électorale autour de ça. Mais avec quelle mesure? Et c'est là où forcément il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est de dire la loi sur les séparatismes, c'est très flou. Les juges de proximité, enfin rappelons-nous, ça a été quand même supprimé il y a très peu de temps. On cherche à les remettre, mais sous quelle forme? Les moyens pour les forces de l'ordre, il n'y a pas de chiffres. Donc pour l'instant, les mots sont extrêmement forts. Dans une démocratie libérale, je trouve même qu'ils sont puissants, on va dire, pour être gentils. Mais à côté de ça, concrètement, on est encore très loin du compte. Et c'est peut-être là-dessus que la droite va taper, forcément. C'est vrai que les Français ne sont pas sur une logique de casting, mais sur une logique de résultat. Il n'y a pas eu de choc d'opinion suite à ce remaniement. C'est vrai que sur le papier, il peut couper l'herbe sous le pied de la droite, mais c'est clair qu'Édouard Philippe avait dit que la poutre continuait de tourner. C'est vrai que depuis le début du quinquennat, il y a cette stratégie d'asphyxier l'espace politique de droite, et on a cette situation assez paradoxale ou antagonique au lendemain des élections municipales, où il y a de plus en plus un espace béant à la gauche d'Emmanuel Macron, mais un déficit d'incarnation, et un espace de plus en plus rétréci à droite, alors qu'à droite, il y a des personnalités présidentiables, Xavier Bertrand, François Baroin, Valérie Pécresse, qui pourraient incarner cet espace. Maintenant, sur ces questions-là, au-delà des mots, cet électorat de droite qui a soutenu Emmanuel Macron sur le plan des réformes et sur le plan d'un attachement à l'ordre et à la sécurité suite aux gilets jaunes, suite au désordre, va vouloir des résultats et pourrait être déçu, puisque Jean Castex n'a pas la surface de notoriété, la surface de confiance dont bénéficiait de manière massive à droite Édouard Philippe. Notre dernier baromètre, Édouard Philippe est soutenu par 71% des sympathisants LR. Et vous nous le disiez, la cote de popularité chez les sympathisants LR, cote de popularité d'Emmanuel Macron, elle chute. Est-ce que Jean Castex, il peut ramener à Emmanuel Macron cet électorat de droite? C'est la question qui se pose. Alors, on ne va pas tirer des conclusions hâtives sur une enquête, mais c'est vrai que très très clairement, Emmanuel Macron paye le départ mal vécu d'Édouard Philippe, qui clairement bénéficier d'un socle de confiance absolument inédit et très très spectaculaire chez ses sympathisants de droite. Clément ? Oui, on peut quand même s'interroger sur même la pertinence d'avoir changé de Premier ministre, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec question que les Français se posent. Un homme de droite qui est élu, qui est haut fonctionnaire, qui a fait carrière dans les instances de la République. Certes, le style diffère, mais le fond, on est quand même avec un personnage relativement proche, et on voit effectivement que Emmanuel Macron est obsédé par l'échéance de 2022. Et d'ailleurs, Castex, hier, a parlé de quinquennat, c'est-à-dire que son unité de temps, c'est le quinquennat, ça n'est pas la législature. Or, quand on s'adresse quand même à l'Assemblée nationale, on s'adresse aux députés, on s'adresse à une législature et non pas à la défense d'un quinquennat. Donc on voit bien que c'est quand même l'homme d'un autre homme, enfin l'homme d'un président qui veut réussir son quinquennat. Il a 600 jours pour distribuer 100 milliards d'euros, ce qui est quand même une tâche qui devrait être relativement confortable. Il devrait a priori y parvenir. Allez, on va continuer à parler de ce discours. On va faire un petit détour du côté de la presse quotidienne régionale, comme tous les jeudis. On va rejoindre Guilhem Ricavi. Bonjour Guilhem. Merci d'être avec nous, directeur des rédactions du groupe La Provence. À la une de La Provence aujourd'hui, Guilhem, ce sont ces festivals annulés, mais la culture ne baisse pas les bras. Oui, effectivement, vous le savez, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une terre de festivals avec des dizaines, voire des centaines de rendez-vous proposés dans toutes les disciplines. Nombreux sont les rendez-vous qui ont été annulés cette année avec cette crise du Covid, mais ça n'empêche pas les organisateurs à la fois de se réinventer et puis de réfléchir en attendant les assises promises par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. On fait le point sur les rendez-vous qui seront maintenus, parfois sous des formes un peu
peu différentes avec, par exemple, du côté d'Avignon, du théâtre en extérieur ou du côté de Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence avec les Nuits de la Citadelle qui proposent une programmation alléchée. On fait le point, voilà, de la situation et on donne bien évidemment la parole à tous les acteurs de ces rendez-vous culturels qui nous expliquent comment ils essayent d'imaginer l'avenir malgré une année 2020 qui restera tragique pour eux. Et à la une de la Provence aussi, le Vélodrome. Alors, il n'y a pas de match de l'OM en ce moment, Guilhem, mais il y a des écoliers au Vélodrome. Oui, alors c'est une grosse déception pour vous, Oriane, pas de match au Vélodrome, mais de fait, depuis lundi et jusqu'au 8 août, eh bien, une centaine d'élèves et de collégiens de 8 à 14 ans sont passés des bancs de classe aux bancs de touche. Pourquoi au Vélodrome ? Eh bien, pour des sessions de révision. Pour la plupart, il s'agit d'élèves qui étaient un petit peu en décrochage scolaire, notamment là aussi avec cette crise du Covid qui les a tenus loin de leur classe. Et on leur propose de réviser et d'apprendre entre copains dans cette enceinte magique et on profite du lieu d'ailleurs, c'est l'occasion quand on voit une jolie pelouse de s'amuser à calculer son périmètre, de calculer sa surface, donc des maths en s'amusant dans l'enceinte du stade Vélodrome. Il y a pire comme cahier de révision pour les vacances. Exactement, et puisque vous parlez de vacances, on va parler de votre guide Destination Provence. C'est le premier guide touristique de la Provence. Oui, parce qu'on s'est dit que beaucoup de gens ne partiraient pas loin de chez eux pour ces vacances. On s'est dit que la région sud accueillerait également de très nombreux touristes. Et puis on a pensé que ça serait pratique de leur mettre à disposition un guide qui est en vente en kiosque et dans les librairies, 244 pages et au final plus de 1000 sites et adresses. Et alors la force que l'on a, c'est que toutes ces adresses et tous les lieux que l'on vous propose de visiter ont à un moment donné été testés par les journalistes de la rédaction de la Provence. Et les dernières infos, j'allais dire, ont été mises à jour, les dernières infos pratiques ont été mises à jour ces dernières semaines justement pour proposer un guide précis pour parfaitement découvrir le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence et puis un petit morceau du Var également. Merci beaucoup Guilhem, merci d'avoir été avec nous. On va revoir la une de la Provence, la culture ne baisse pas les bras. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et tous les jeudis. Guilhem, merci et on vous souhaite un bel été et on vous retrouve à la rentrée. Merci Guilhem. Vous aussi. On revient à ce discours d'Emmanuel Macron. Alors, on a parlé du régalien, on a parlé des territoires. Mais Clément, il y a quand même d'autres dossiers minés dans ce discours, d'autres dossiers compliqués à venir pendant ces 600 jours. Oui, il y en a, j'en vois au moins deux. Il y a le dossier de la réforme des retraites où on voit bien l'argumentaire classique qu'on a connu jusque-là, qui est de dire si vous n'êtes pas d'accord, c'est probablement que vous n'avez pas compris, donc on va vous réexpliquer et vous allez devenir d'accord avec nous. Vous allez voir, c'est très simple et on voit bien que les partenaires sociaux en ont un petit peu marre. On a eu quand même beaucoup de concertations là-dessus, ça dure. Je ne suis pas sûr que les Français aient un désir ardent de réforme des retraites. Frédéric, nous éclairer là-dessus. Mais on sent quand même qu'il y a un risque politique majeur, c'est-à-dire que si les manifestations repartent, les Français en auront probablement marre très rapidement. Donc ça, c'est un risque important. Le second risque, c'est la réforme du Conseil économique et social qui veut être réformée, qui devrait être réformée en Conseil de la participation citoyenne. C'est une réforme qui demande de passer par la réforme constitutionnelle, donc soit d'obtenir une majorité aux 2/3 au Parlement, soit la voie référendaire. On ne sait pas quelle voie va être choisie, mais on voit que les deux options comportent des risques importants. C'est-à-dire que si c'est la voie parlementaire, il n'est pas certain que le Sénat se rallie à l'argument. Et si c'est la voie référendaire, il est possible que les électeurs répondent à une autre question que celle qu'on leur pose. Donc on n'est pas certain de l'issue de ce texte-là. Et puis on voit qu'il y a quand même un programme très très dense pour 600 jours. C'est presque un programme quinquennal. Ça va être quand même compliqué de mener tout à bout. Et effectivement, dossier miné, cette réforme des retraites. Les Français ne l'attendent pas, n'en veulent pas. Alors les marges de manœuvre sont minces. N'oublions pas qu'un des leviers majeurs, ou le levier majeur de la popularité d'Emmanuel Macron, il a quand même un socle de popularité de 38%. C'est très important dans une logique où il n'y a plus de bipolarisation, mais un monde politique multipolaire et éclaté, c'est quand même la posture réformatrice. Et c'est vrai que chez les sympathisants LREM, chez les sympathisants LR, moi je parle de sainte alliance entre ces familles de sympathisants, on attend des réformes, on attend de la transformation, et la réforme des retraites en fait partie. Le souvenir de la réforme de 2010 qui est passée grâce à une alliance droite et centre. De l'autre côté, vous l'avez très bien dit,
il y a des risques bien sûr de mettre encore le pays dans une situation de désordre, de revivre ce qu'on a connu en décembre et en janvier. La non-campagne municipale, c'est pas seulement le Covid, c'est un démarrage extrêmement tardif du fait du parasitage lié aux manifestations contre la réforme des retraites. Clairement, les Français n'attendent pas dans la majorité cette réforme. Le gouvernement, à travers Emmanuel Macron le 14 juillet et même le Premier ministre hier, c'est quand même laissé du temps. On n'est pas sur un calendrier aussi court-termiste que les annonces d'Édouard Philippe début décembre. Et effectivement, on a l'impression que c'est un peu compliqué pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron. D'un côté, il dit que cette réforme est indispensable, il faut en reparler, mais ce n'est pas la priorité parce que la priorité, c'est l'emploi. Ce matin, dans Le Parisien, Jean Castex dit quand même qu'il est favorable à ce que la France travaille davantage. Alors, moi, j'avoue que je suis complètement perdu avec ça, parce que Emmanuel Macron manie le chaud et le froid sur ce dossier. Il dit... On va se donner du temps pour négocier. On va s'en remettre à une grande consultation, une grande conférence sociale qui commence demain et qui doit mettre tous les sujets sur la table. Ce qu'on comprend, c'est finalement que la réforme des retraites va s'inscrire dans une vaste négociation qui va concerner aussi la sécurité sociale, la cinquième branche de l'assurance maladie, l'assurance chômage. Enfin, tout va être, mis sur la table pour qu'on puisse dire, si tu me donnes ça, je te donne ça. Enfin, il y a peut-être là une piste de sortie pour le gouvernement, mais le problème, c'est que, in fine, quand on en parle avec les ministres, ou bien que quand on entend le président ou le Premier ministre, ils ne veulent pas de la baisse du montant des pensions, on peut les comprendre. Ils ne veulent pas de hausse des cotisations pour maintenir la compétitivité. Qu'est-ce qui reste, à part la durée de cotisation ? Rien. Et donc, dès lors, les partenaires sociaux, ils ne sont pas dupes. Ils savent pertinemment que dans tous les cas, quelle que soit la réforme qu'on leur propose, paramétrique, systémique, ce qu'on veut, au bout du compte, il y aura cet allongement de la durée du travail. C'est martelé et c'est du cousu humain. Le chemin est tracé, il n'a pas changé pour le coup. Oui, c'était le même chemin qu'en 2010, où à l'époque, lors de la préparation de la réforme Fillon versus Sarkozy, c'était exactement cette même logique. La baisse des pensions n'est pas... acceptable par les Français. La hausse des cotisations, n'oublions pas que là, c'est 600 jours. On va certes pouvoir dépenser beaucoup, mais s'inscrire dans un contexte de crise. Et Emmanuel Macron, comme Giscard d'Estaing en 81 ou Nicolas Sarkozy en 2011-2012, va finir son mandat dans un contexte de crise économique intense. Ça limite les marges de manœuvre et ça rend l'opinion particulièrement crispée. Il ne restera, comme vous le disiez, que la hausse du temps de travail, durée de cotisation. Allez, avant de se quitter, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Steve. Et Steve, qu'y a-t-il à la une de la revue de presse régionale ce matin ? À la une de la presse régionale, il y a l'homme qui valait 100 milliards. C'est à la une de la Dépêche du Midi. L'homme qui valait 100 milliards, c'est bien sûr Jean Castex, le Premier ministre, qui a détaillé hier son plan de relance économique devant les députés. Jean Castex a également réaffirmé sa volonté d'entreprendre une réforme des retraites d'ici à la fin du quinquennat. Un discours qui n'a pas réellement convaincu nos confrères de la Marseillaise. 600 jours, ce sera long, titre Le Quotidien. La Marseillaise qui nous dit que Jean Castex affirme vouloir ressouder le pays, mais sans changer de politique, ça sera difficile pour la Marseillaise. C'est même peine perdue. Si l'on remonte l'Hexagone vers le nord-ouest, l'approche du discours de politique générale du Premier ministre est un peu différente. Ouest France s'intéresse au pari des territoires fait par Jean Castex. Jean Castex a utilisé le mot territoire à 25 reprises. Il a fait de la décentralisation l'un des grands enjeux des prochains mois. Pour Ouest France, Jean Castex a été à la hauteur de son rendez-vous face aux députés. On termine avec une note plutôt positive. Le Courrier Picard titre sur la reprise de l'économie. L'économie repart plus vite que prévu, nous dit le Quotidien du Nord. Si l'arrêt a été brutal suite au confinement, les signes d'une reprise rapide sont bien là. Les carnets de commandes se remplissent plus vite que ce qui était attendu. Et merci beaucoup Steve pour cette revue de presse. On continue, c'est aussi Emmanuel Macron qui est à la une de la Voix... Jean Castex qui est à la une de la Voix du Nord. Ce matin, Julien, baptême du feu et plan de relance. Oui, qui résume finalement, c'était un crash test pour Jean Castex. Ouh là, c'est dur à dire. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile à dire. Bon, baptême du feu, malgré tout, réussi, il faut bien le dire, même si le vote de confiance est moins large que pour Édouard Philippe, cela reste quand même un satisfecit global.
À la une du Point cette semaine, c'est de l'international. Clémence et Erdogan, la guerre à nos portes. Et dans les pages politiques, un article sur le nouveau garde des Sceaux. Dupond-Moretti, touchez pas au grizzly. Tout à fait. Les premiers pas du nouveau garde des Sceaux, on découvre un personnage tourmenté, très sombre, qui en même temps pourrait se révéler, qui était un personnage extrêmement complexe et intéressant, qui est Dupond-Moretti par mon excellent confrère Olivier Perroux. Voilà, notamment. et c'est à lire dans le Point cette semaine. Et on reparle de votre sondage pour terminer, Frédéric, un sondage IFOP pour Paris Match et Sud Radio sur la cote de popularité. C'est le baromètre de Jean mensuel. Castex. Et d'ailleurs, la nomination de Xavier Dupond-Moretti a été plus mémorisée par les Français que celle de Jean Castex. Et voilà, et on en reparlera bien sûr. Merci beaucoup, merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous on se retrouve demain pour la dernière de la saison. À 7h30, on sera avec le sénateur socialiste David Assouline. Et puis à 8h, l'invité politique, ce sera Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. On vous attend demain, on vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.